On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire vraie et glaçante de deux citoyens français, Cécile Collaert et Jacques Paris, pris au piège de la raison d'État iranienne. C'est le récit d'une descente aux enfers, une descente lente, méthodique et qui semble sans fin. En fait, tout commence non pas par un crime, mais par une sentence. Une sentence qui n'a été prononcée par aucun juge, dans aucun tribunal. Non, elle est tombée comme ça, brutalement, sur le bord d'une route. Et c'est là que leur calvaire a commencé. Pour Cécile Collaert et Jacques Paris, le temps a complètement changé de nature. On ne parle plus en jour de vacances, mais en jour de captivité. Ça a commencé par un instant, un seul moment, en 2022, et ça s'étire aujourd'hui vers un futur totalement incertain. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir un peu en arrière. Qui étaient-ils au fond, avant de devenir des pions sur un échiquier géopolitique qui les dépasse complètement? C'étaient des gens ordinaires, des enseignants, Cécile, professeure agrégée, Jacques, son compagnon, à la retraite. Ils étaient simplement en vacances, au printemps, pour 2 semaines. Leur but, découvrir la culture iranienne, l'histoire du pays. Rien de plus. Le problème, c'est qu'ils débarquent dans un Iran qui est, à ce moment-là, en pleine ébullition. Il y a d'énormes manifestations d'enseignants qui descendent dans la rue pour réclamer de meilleurs salaires et la libération de leurs collègues syndicalistes. Le climat est très, très tendu. Et c'est dans ce contexte que leur voyage de découverte va basculer, en un claquement de doigts, dans un véritable cauchemar. On est le 7 mai 2022, la veille de leur vol retour. Sur la route de l'aéroport, leur voiture est interceptée. Et là, tout s'arrête. Leur monde s'effondre. Tout de suite, ils sont séparés, emmenés vers un lieu inconnu. On ne leur donne aucune explication, ils n'ont pas droit à un avocat, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur, rien. Du jour au lendemain, ils se sont littéralement volatilisés. Ce n'est que 4 jours plus tard que le ministère iranien du renseignement annonce l'arrestation de 2 Européens. Et l'accusation tombe, espionnage et tentative de déstabilisation du pays. Leur destination, on l'apprendra plus tard, c'est un nom qui fait froid dans le dos, la tristement célèbre prison d'Evin. Un endroit qui n'est pas seulement fait pour détenir des gens, mais pour les détruire psychologiquement. Et la première arme utilisée contre eux, c'est l'isolement. Un isolement total. Cécile, par exemple, est enfermée dans une cellule sans fenêtre avec une lumière allumée en permanence, jour et nuit. Le but, c'est de lui faire perdre toute notion du temps, de la couper de la réalité. À l'intérieur de cet isolement, il y a le silence. Un silence de mort absolu, qui n'est brisé que par les bruits de pas des gardiens ou par les interrogatoires, qui se succèdent sans fin pour les épuiser. Et comme si ça ne suffisait pas, à la torture du silence s'ajoutent les menaces psychologiques. Des menaces constantes, pas seulement contre eux-mêmes, mais aussi, et c'est peut-être le plus cruel, des menaces sur la vie de l'autre pour les monter l'un contre l'autre. Le but de tout ça, il est clair, c'est de provoquer un épuisement complet, physique et mental, pour anéantir la moindre parcelle de résistance. En fait, il y a un mot pour décrire ce processus de démolition psychologique, un mot terrible qui dit tout, le broyage. Une méthode systématique conçue pour anéantir la volonté d'un être humain. Après des mois et des mois de ce traitement, le régime iranien a besoin de présenter ses preuves à la face du monde. La question c'est quelles preuves? Quels sont les éléments concrets que l'État iranien peut bien avoir pour justifier de garder 2 touristes français et de les accuser d'un complot aussi grave? Eh bien, la preuve, la voici. C'est une vidéo, un véritable spectacle télévisé. On y voit Cécile Collaert, le visage complètement marqué par des mois de détention, réciter des aveux. Des aveux qui sont de toute évidence forcés, où elle se déclare être une agente de la DGSE. Évidemment, personne n'est dupe. La France, la communauté internationale, tout le monde condamne immédiatement ce qui est qualifié de mise en scène honteuse, d'aveux obtenus sous la contrainte par la torture psychologique. Et c'est là qu'on comprend que tout ça, ça n'a en fait jamais rien eu à voir avec la justice. C'est purement stratégique, c'est de la politique. On découvre en fait un mode d'emploi, un manuel cynique de ce qu'on appelle la diplomatie des otages. Étape 1, on arrête des étrangers sous de faux prétextes. Étape 2, on diffuse des aveux forcés pour justifier leur détention. Et étape 3, on les utilise comme monnaie d'échange dans des négociations. Leur sort ne dépend plus d'un juge, mais des diplomates. 1258 jours. Au moment où on se parle, c'est le temps qu'ils ont passé là-bas. Faites le calcul, c'est plus de 3 ans. C'est une éternité. Aujourd'hui, la situation est dans une impasse totale. Sur le plan judiciaire, il n'y a rien. Sur le plan diplomatique, c'est bloqué. Ce qu'on sait, c'est que la santé de Cécile est jugée alarmante. Et que leur véritable peine, leur véritable sentence, ce n'est pas un nombre d'années de prison. C'est l'incertitude.
L'incertitude absolue, chaque jour, chaque minute. Et tout ça nous laisse avec une question assez terrible au fond, une question qui hante cette histoire. Quand des vies humaines deviennent une simple monnaie d'échange dans un jeu politique, qu'est-ce qu'il reste de la justice? Quelle est sa valeur réelle?